Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans le suivi de mon parcours d'investisseur. Et aujourd'hui, on va parler un petit peu d'investissement immobilier. Vous l'avez vu, je suis exposé en bourse, il y a mon PEA, à la marge aux crypto-monnaies et dans une logique de diversification, mais aussi pour profiter de l'effet de levier bancaire, je suis positionné sur de l'immobilier. Alors dans cette vidéo, on va faire un petit peu le bilan de mon premier investissement immobilier. Donc, c'est un bien que j'ai acheté pour faire de l'immobilier locatif. Pour acheter ce bien, je suis passé par une société qui est spécialisée, enfin qui était, puisque cette société a fermé, dans ce type d'investissement. Alors, on va voir que ça a des désavantages de passer par ce type de société, mais c'est aussi un élément qui m'a permis de passer à l'action, puisque ça faisait longtemps que je voulais investir dans l'immobilier, que je me posais des questions, mais je trouvais pas forcément le bon bien, j'avais du mal à me lancer et finalement j'ai passé plusieurs années à regarder ça sans passer à l'action et donc là il y a une perte finalement d'opportunité assez importante et donc je trouve que les défauts de ce type de boîte sont largement compensés par le fait de passer à l'action et puis ça m'a permis de gagner beaucoup d'expérience sur laquelle je peux capitaliser dans le cadre de futures opérations et je suis notamment en train de regarder pour faire un second achat immobilier. Et puis avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais remercier tous ceux d'entre vous qui se sont abonnés, qui commentent, qui ajoutent des likes sur les vidéos. C'est super sympa de pouvoir échanger avec vous, de faire vos retours et donc voilà, n'hésitez pas. Et sur cette vidéo, finalement, je me rends compte en la faisant que je suis pas tellement expert de ces questions d'immobilier, que c'est pas simple de mesurer la réalité de la performance d'un bien. Donc n'hésitez pas à commenter si au regard de vos propres expériences et, et puis si vous voyez des éléments perfectibles dans la manière dont j'organise les choses de mon côté. Alors peut-être pour commencer, j'ai retrouvé la plaquette d'investissement qui m'avait été transmise par justement la boîte qui m'a vendu le bien. Et donc c'est l'occasion de vous montrer le bien, l'état dans lequel je l'ai acheté, et puis aussi de regarder après coup si les options qui étaient présentées correspondaient bien à la réalité. Donc comme c'était un 1er investissement, je suis parti sur un bien d'une taille modeste, 35 mètres carrés, ce qui permet, d'héberger un jeune couple, par exemple, sans, prendre trop de risques, en achetant un bien qui ferait 100 mètres carrés pour faire une immense colocation. J'ai préféré jouer, de manière assez prudente sur un premier investissement et c'est un bien qui a Choisy-le-Roi. Donc moi, je suis en Île-de-France et c'était aussi important pour moi d'avoir un bien situé pas trop loin de chez moi pour pouvoir, m'en occuper et je me suis rendu compte que ça a été vraiment un très bon choix. Donc dans cette, planche qui était présentée par, l'agence, quelques éléments qui présentent la typologie du bien, donc un prix estimé à 120 000 euros. En réalité, je crois que je l'ai payé 122 000 euros. Le propriétaire n'a pas voulu négocier aussi bas. Un montant de travaux très important, 27 200 euros. Donc vous allez voir, on a tout refait et ça a permis d'améliorer de manière importante la performance énergétique du bien. Il était classé G, d'où le prix relativement faible. Et après les travaux, on se retrouve avec un DPE qui le classe en D, ce qui permet de le louer sans aucune contrainte. 6 000 euros d'ameublement, puisque l'idée c'est de le louer en LMNP pour optimiser la fiscalité. Après coup, je trouve que cet aspect ameublement, j'aurais pu payer un petit peu moins cher si je m'en étais occupé directement moi-même. Et donc un montant global de l'opération autour de 180 000 euros. Et donc ça intègre les frais de notaire et les frais liés à la banque. Donc sur les grands éléments de description du bien, c'est un bien relativement classique, je le disais tout à l'heure, 35 mètres carrés, un séjour, une cuisine fermée et distincte, une chambre qui est assez grande, 11 mètres carrés, une salle d'eau et puis un WC. Donc c'est un bien qui était assez bien agencé finalement quand on regardait le plan et avec du coup un potentiel locatif assez intéressant dans un quartier relativement calme. Et surtout, c'est un bien qui est extrêmement bien situé, c'est-à-dire proche des transports en commun et donc qui donne accès par exemple à Paris très facilement. Donc ça, ce sont quelques photos du bien au moment où on l'a acheté. Donc on se rend compte que c'est un bien qui n'avait pas été entretenu du tout. Bah, là, on le voit dans la cuisine, d'importantes
une trace d'humidité à côté des boiseries de la fenêtre. On le voit dans le salon, il y a un aspect sale. Sur le sol, on voit que c'était posé sur l'ancien parquet, un surtoit qui faisait très usé. Et puis dans la chambre, de la même manière, ces plaques en bois sur le côté, c'est pas beau. Enfin, il n'y a vraiment rien qui allait dans ce bien avec un chauffage. Là, on le voit sous cette fenêtre qui était vraiment de très mauvaise qualité avec une perte énergétique importante. Et dans une copro qui est pas mal entretenue, qui est assez vieillissante. Là, c'est une photo des communs. Et donc là, il y a des travaux qui sont en cours justement pour donner un coup de neuf à tout ça, même si globalement l'immeuble a un petit peu de cachet. Et donc le plan d'investissement qui était proposé par la société, sur le montant à financer, l'exercice est plutôt équilibré, c'est-à-dire qu'à part le petit delta sur le prix du bien, l'ordre de grandeur est plutôt respecté. Sur l'apport, j'ai effectivement mis 27 000 euros, avec un montant d'emprunt de l'ordre de 150 000 euros également. Là où il y a eu un petit peu de changement, c'est que sur le taux d'emprunt, c'est-à-dire qu'initialement, j'ai eu un taux à 4,25, je l'ai acheté finalement au pire de la période sur le taux des crédits, mais ensuite j'ai renégocié mon crédit, enfin je l'ai fait racheter par une autre banque, et là j'ai un taux qui est maintenant beaucoup plus intéressant. Et puis après, sur les charges et revenus de manière annuelle, c'est là qu'il y a un petit delta, c'est-à-dire que sur la taxe foncière, ça correspond à peu près. Sur les charges de copro aussi, grosso modo, mais c'est plutôt sur les charges optionnelles où là, ça correspondait pas tout à fait. C'est-à-dire que finalement, quand je fais les frais de compta, d'assurance, propriétaire non occupant, etc., etc., ils me coûtent un peu plus cher que ça. Et sur le loyer, ça correspond sur la première année. On est dans le bon ordre de grandeur. Alors là, je peux vous montrer quelques photos de la manière dont on l'a retapé. Donc là, la cuisine, la chambre et le salon. Donc on voit que la progression, elle a été énorme, que c'est un appart qui a un petit peu de cachet. Et là, de la même manière, bah, on voit la plus-value de l'agence. C'est-à-dire que moi, tout seul, j'aurais été incapable d'imaginer, d'organiser de telles transformations dans le bien. C'est pas du tout dans mon champ de compétences, je sais pas faire du tout, ça m'intéresse pas tellement d'ailleurs, et donc là, il y a eu une vraie plus-value. La seule difficulté, sur, la boîte qui a assuré la prestation sur les travaux, c'est que les travaux ont beaucoup glissé dans le temps. On a perdu plusieurs mois, parfois un petit peu bêtement, et puis sur le suivi du chantier, ça aurait pu être perfectible, même si j'ai l'impression que c'est la partie finalement qui est la plus difficile dans ce type d'exercice, c'est-à-dire qu'il faut challenger, suivre les artisans, et c'est vraiment pas un boulot qui est facile. Alors maintenant, sur les comptes dans la réalité. Donc j'ai repris mon petit tableau. Donc ça, c'est un premier tableau qui apporte pas grand-chose, c'est-à-dire que j'ai repris toutes les dépenses, grosso modo, le plan de financement, et je calcule une rentabilité brute, mais en réalité, ça n'a aucun intérêt. Et donc ça, c'est un tableau qui présente justement la réalité des dépenses du bien avec le crédit renégocié. C'est-à-dire que j'ai obtenu, après renégociation du taux du crédit, un taux de 2,95%. Avec deux lignes, c'est-à-dire qu'il y a une ligne du crédit qui a un taux un peu plus faible et puis l'autre un peu plus élevé. Les frais de compta, les frais de copro, le fonds de travaux, la taxe foncière, l'assurance propriétaire non occupant et puis l'assurance du crédit. Sur une partie de ces lignes, il y a des montants qui ne bougeront jamais. C'est-à-dire que tout ce qui relève du crédit, le taux, il est fixe. De la même manière, sur l'assurance du crédit, ça ne bougera pas. Et ça, on va voir que c'est un élément qui est extrêmement important dans le temps pour la performance de l'opération. Sur mes recettes, je le loue 957 euros par mois, charges comprises. Et donc, en regardant, on voit qu'en moyenne, enfin sur une année, cet appartement, il me coûte 1 262 euros, soit un cash flow mensuel négatif de 105 euros. Alors, ce cash flow négatif, dans le temps, il va s'atténuer. C'est-à-dire que tous les ans, j'augmente mon loyer. C'est-à-dire que quand il y a un renouvellement du bail, je vais regarder l'indice de référence des loyers et j'applique le taux contractuel. Et donc petit à petit, bah, justement, le loyer était de 950 euros initialement, il est maintenant de 957 euros. Et ça, c'est extrêmement important d'augmenter annuellement son loyer, surtout quand il y a pas de changement de locataire, c'est-à-dire qu'on ne fait pas ce qu'on veut. Je ne peux pas dire au locataire du jour au lendemain,
votre loyer passe de 900 à 1 200 euros. Je suis obligé d'appliquer ce taux de référence. Et donc ça joue sur la performance de manière très importante parce qu'il y a une partie de mes dépenses qui vont augmenter. C'est-à-dire que l'inflation, je vais l'observer sur les charges de copro, je vais sûrement l'observer sur la taxe foncière, ça, il n'y a aucun doute, puisque l'État a besoin d'argent. On peut imaginer qu'à un moment, mon assurance soit revalorisée. Mais ça reste une partie marginale de la dépense, puisqu'on a vu que mon crédit, il était fixe. Et donc, si j'augmente bien mon loyer, finalement, petit à petit, mes recettes vont plus progresser que mes dépenses. Et donc, le cash flow, il va devenir de plus en plus intéressant. Mais c'est un élément qui n'est pas très grave, le fait que cet appartement, il me coûte 1262 euros par an. En plus, c'est un appartement que j'ai acheté en indivision avec ma compagne, donc ça représente vraiment une somme qui est très faible pour moi, mais il me permet aussi d'amortir de l'ordre de 5 000 euros de capital par an. Donc, en réalité, quand je fais le delta, ça fait 3 800 euros de gagnés par an sur cet appartement. Et de la même manière, cet amortissement, il va augmenter tous les ans, c'est-à-dire que quand on fait de l'immobilier, au début, on rembourse beaucoup d'intérêts et on amortit assez peu. Et puis, plus le temps passe, plus on amortit du capital et moins d'intérêts. Ah ben, c'est une astuce pour la banque pour se faire payer ses intérêts au début, avant l'amortissement du capital. Mais donc là aussi, ce mécanisme, plus le placement vit dans le temps, plus ça devient intéressant. Et donc, ce qui est intéressant finalement, c'est pas tellement ces histoires de cash flow, même si on peut se dire que c'est intéressant d'avoir un truc qui soit à peu près à l'équilibre pour pas que ça nous coûte de l'argent tous les mois. Et puis, il faut se dire que bon, ben, c'est 1262 euros que j'investis pas en bourse, par exemple. Mais ce que je regarde, moi, c'est que quand je fais ce delta de 3 800 euros d'argent gagné en amortissement du capital par rapport à ce que j'ai mis initialement, et ben en fait, sur mon prévisionnel 2026, mon capital investi initialement, il a une rentabilité qui est de presque 14%. Et donc ça, c'est une performance qui est très bonne par rapport à ce que je mets en bourse ou sur un livret A. Et donc là, on voit bien l'effet de levier justement du crédit de la banque, c'est-à-dire que ça me permet d'atteindre une performance sur le capital investi initialement qui est très intéressante et ça participe d'une stratégie de diversification de mes investissements, c'est-à-dire que moi je ne veux pas être 100% exposé en bourse, je ne veux pas non plus être 100% exposé à l'immobilier et donc c'est intéressant de jouer sur les deux tableaux. Alors on voit qu'il y a quand même des éléments de risque, c'est-à-dire que si j'avais un peu de vacances locatives, ça joue complètement sur la performance, c'est-à-dire que tac, si j'enlève un mois de loyer, et ben là, je perds, on voit, je passe à 2 219 euros de perte dans l'année. Donc, c'est très important d'optimiser cet aspect-là. Alors, en Île-de-France, il y a une telle tension locative que je n'ai aucune difficulté à me dire que ce bien sera loué. Après, il y a toujours les risques d'impayés, etc., mais ça fait partie du risque de n'importe quel placement financier. Et puis, maintenant, il y a les dispositifs type Visal pour avoir une assurance sur les loyers impayés qui sont relativement intéressantes. Je m'étais posé la question de le mettre en gestion locative et après coup, je pense que ça aurait été une bêtise. Enfin, à la fois parce que j'ai qu'un bien, donc c'est possible de s'en occuper sans trop de difficultés. Il est à proximité de chez moi. L'agence que j'avais sollicitée initialement pour le mettre en gestion locative me disait qu'il ne se louerait pas à plus de 800 euros. Donc là, le delta, il est énorme tous les mois. Ça aurait été une vraie perte. Perte à laquelle il fallait que j'intègre les frais de gestion locative. Là, il y a plein de frais. Ils prennent un mois de loyer au début, ils prennent une partie des revenus. Et puis, ils demandent une assurance loyer impayé qu'ils font payer aux locataires. Et je me demande s'ils ne le font pas payer aussi un petit peu aux propriétaires. Et là, de la même manière, il existe des alternatives publiques, la type Visal, qui ne viennent pas jouer sur la performance du bien. Et donc, par contre, si j'étais passé par cette agence de gestion locative, mais finalement, c'est cette agence qui aurait capté la valeur de l'opération, et moi, je me serais assez peu enrichi. Et donc, finalement, on voit bien les leviers sur lesquels il faut jouer, c'est-à-dire que il faut bien acheter sont bien. Si je voulais optimiser, finalement, c'est les opérations, vous voyez, suivi des travaux, l'agence de médiation qui m'a fait l'opération, mais comme je l'ai dit, ça m'a permis de faire l'opération, c'est un élément d'optimisation pour la suite. Sûrement sur les travaux, mais c'est pas facile parce que les artisans, bah, faut pouvoir les challenger. Si on connaît pas tellement, c'est pas simple non plus. Le mobilier optimisable et puis de la même manière, le taux du crédit, faut jouer dessus. Là, c'est pas tellement facile, ça dépend de la conjoncture, de son profil. Là, c'est pas mal de faire appel à un courtier finalement, permet d'obtenir des taux qui sont parfois plus intéressants, même s'il faut faire attention aux frais de courtage, parce que là aussi ça rentre dans l'équation et si on prend, 2 000 € de frais de courtage et ben,
c'est pas non plus la même performance. Et puis après, il faut vraiment jouer sur comment est-ce que j'optimise la progression de mon loyer dans le temps, parce qu'on voit bien que c'est une opération qui est de plus en plus intéressante au fil du temps. Et donc à terme, si je prends dans 10 ans et que j'arrive à le louer à 1 200 €, admettons, que mes charges vont assez peu augmenter parce que le crédit ne bouge pas, et ben là, je vois que le ratio, il devient de plus en plus intéressant. Par contre, si je m'en occupe pas bien et que je laisse les loyers au même niveau, parallèlement, ma taxe foncière va augmenter, mes charges de copro vont mécaniquement augmenter aussi un petit peu, et ben là, ça va être relativement compliqué. Si je devais par contre, pointer les points vraiment négatifs de ce type d'opération, c'est la charge mentale qui est associée. C'est-à-dire que, il y a un locataire avec qui il faut échanger de temps en temps, enfin il y a toujours des petits problèmes, il peut y avoir un dégât des eaux, par exemple. Il y a le risque de vacances, et donc tout ça, c'est que c'est un investissement qui est pas du tout passif. Et de la même manière, quand, il y avait les travaux dans l'appartement, que je me posais la question de pourquoi est-ce qu'il y avait du retard, et cetera, ben là aussi, c'était des préoccupations. Quand il y a pas de loyer qui rentre, ça commence à faire une certaine somme, et donc là aussi, c'est des préoccupations. Et donc c'est un investissement qui est beaucoup plus prise de tête, finalement, qu'un placement que je ferais, en bourse. Mais c'est la contrepartie finalement de la performance. C'est-à-dire que pour avoir une rentabilité sur le capital à ce niveau-là, eh ben, ça se fait pas sans contrepartie, c'est de la charge mentale, c'est aussi une part de risque. Et puis ensuite, là, il y a une question que je traite pas dans cette vidéo, c'est la question de la fiscalité, qui est essentielle pour la performance du bien. Alors moi, on le voit, je suis en LMNP, on voit qu'il y a beaucoup de frais d'achat. Donc ça, je vais pouvoir amortir pendant longtemps, ce qui fait que les loyers qui sont, que je reçois, ils sont pas fiscalisés, ils ne le seront pas pendant, vraiment, un certain temps. Et puis ensuite, je ferai un peu d'amortissement sur le bien, ce que permet le statut LMNP, même si maintenant cet amortissement sur le bien, il est réintégré à la plus-value lors de la revente, et donc ça nuit aussi un petit peu à la performance. Peut-être que je ferai une vidéo où je présenterai justement une hypothèse à 10 ans, qu'est-ce que je gagnerais? Quelle serait la fiscalité associés, mais faudrait que je prenne un peu plus de temps pour préciser les tableaux et faire de belles courbes pour que ce soit vraiment parlant pour les spectateurs. Voilà, grosso modo, sur cet investissement. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques, commentaires, à me dire si c'est de ce type de vidéo qui vous intéresse. Et puis je ferai sûrement une deuxième vidéo sur le second achat que je fais, mais qui est un peu différent puisqu'il se fait cette fois-ci dans le cadre d'une SCI pour aussi augmenter la fiscalité, qui est une opération un peu plus grande puisqu'il s'agit là de faire de la colocation. Merci beaucoup en tout cas de votre attention, au plaisir de vous lire, et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne.